Merci à l'IMERA de me donner cette opportunité pour travailler sur un thème sur lequel j'ai toujours travaillé, mais je n'ai jamais rien produit formellement sur l'État rentier. Mais ma réflexion, mes travaux ont toujours porté sur l'Algérie, système politique et société, parce que je suis de double formation sociologique et économiste, et donc j'ai travaillé, si vous voulez, sur l'État rentier, mais je ne l'ai pas fait de manière formelle, et cette invitation à cette chaire va me donner ou me donne l'occasion pour écrire un manuscrit qui, j'espère, sera publié sur l'État rentier. Alors, cette thématique de l'État rentier, elle a émergé à la fin des années 70, après l'échec des problématiques économiques des années 50 et 60, et je fais référence aux problématiques de Rostov, les étapes de la croissance économique, et aussi la problématique de la dégradation des termes de l'échange, Raoul Prebisch, et donc aussi bien ces problématiques néoclassiques, positivistes, que tiers-mondistes ont échoué à expliquer le sous-développement dans un certain nombre de pays, surtout que certains de ces pays étaient dotés de ressources financières énormes. Parce qu'avec Rostov, le sous-développement s'explique par la rareté des ressources financières. Et voilà que l'Arabie saoudite a des ressources financières immenses, et c'est un pays sous-développé. L'Algérie aussi, l'Irak, le Venezuela, etc., etc. Et donc, à partir des années 70, de la fin des années 70, la thématique de l'État rentier, de son fonctionnement, est devenue un thème de recherche prégnant dans les études sur le tiers-monde, et la question à laquelle les chercheurs tentaient de répondre est la suivante: est-ce que la rente est-elle un obstacle au développement économique et à la démocratie ou non? Et donc cette perspective, elle s'est construite, comme je l'ai dit, sur l'épuisement des approches néoclassiques et des approches tiers-mondistes de l'analyse des économies dans le tiers-monde. Aujourd'hui, la bibliographie sur le thème de l'État rentier est impressionnante. Des ouvrages, des articles, des colloques. Et donc, il faut faire un travail de débroussaillage, comme on dit, je ne sais pas si le terme existe, ou débroussaillement. Le français n'est pas ma langue maternelle. Sorry? Débroussailler, c'est enlever les mauvaises herbes. Et donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de livres et d'articles, mais beaucoup sont redondants. Certains apportent quelque chose, évidemment, mais beaucoup sont redondants. Alors, je ferai deux remarques en toute modestie, et tout chercheur cherche à faire un apport personnel dans le débat, et je ferai deux remarques d'ordre théorique ou méthodologique sur cette bibliographie ou sur cette recherche. La première remarque, c'est que beaucoup d'auteurs cherchent à construire un modèle de l'État rentier, un modèle avec ses règles, avec ses lois. Et ce modèle expliquerait l'absence de développement économique et l'absence aussi de démocratie. Cette approche du modèle, évidemment, est inspirée des sciences de la nature, elle est positiviste,
et elle est à la recherche de la causalité par une variable. Voyez-vous? Et donc, c'est une approche qui présuppose l'existence d'un mécanisme mu par une variable qui serait la cause d'un enchaînement. Ce qui implique plutôt le déterminisme du cercle vicieux, et donc il y a un cercle vicieux. Et comme disait un de mes vieux professeurs, plus on caresse un cercle, plus il devient vicieux, et donc on a été rassasié avec, c'est un cercle vicieux, la rente crée un cercle vicieux, etc., etc. Bon. Le raisonnement par le modèle s'y est au phénomène quantifiable et non pas à l'action sociale. Nous savons que la sociologie de Parsons, Dalton Parsons, le grand sociologue américain, a fait faillite parce qu'il a modélisé la société et il a créé des sous-systèmes qui s'imbriqueraient et qui créaient une cohérence et où il y a là aussi un déterminisme par les variables. Et donc, ça a échoué parce que il y a comme des lois physiques. Or, l'action sociale ne connaît pas de loi dans le sens physique ou chimique du terme. L'action sociale est pas déterminée, mais est construite ou est sous la pression de l'histoire, ou c'est le résultat de l'histoire. Il n'y a pas de loi comme en chimie ou en physique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les états rentiers, c'est pour ça que je dis le modèle, la théorie du modèle est inacceptable, parce que les états rentiers sont différents. Les états rentiers sont différents. L'Algérie est un état rentier, différent de l'Arabie Saoudite, différent du Venezuela, différent. Et donc, il n'y a pas de modèle, il y a des expériences qu'il faut comparer. La deuxième remarque d'ordre théorique ou méthodologique, c'est que de nombreuses recherches sur l'état rentier confondent deux niveaux. Il y a le niveau politique et il y a le niveau économique. Et donc, lorsqu'on lit des articles sur l'état rentier, les deux niveaux sont confondus. L'état rentier est un thème de recherche de la science politique. Il étudie les rapports d'autorité qui lie un pouvoir central à une population qui lui prête allégeance et qui lui reconnaît une forme ou une autre de légitimité. L'enjeu dans l'État rentier est le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique que se disputent des protagonistes aux ressources diverses. La rente pétrolière est une ressource politique entre les mains des gouvernants. Mais elle n'est pas la seule. Les ressources politiques, et là je renvoie au classique Robert Dahl, le politiste américain, il y a une infinité de ressources politiques. La religion, l'idéologie, la violence, la monnaie. Voyez-vous, tout est... Le charisme d'un leader. Le charisme d'un leader, c'est une ressource politique. Et donc, la rente est une des ressources. C'est une ressource. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les gouvernants qui ont des ressources. Les gouvernés aussi ont des ressources. Et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Algérie, on a montre que les gouvernés ont des ressources pour bloquer les gouvernants. Et donc, dans cette perspective, la ressource rente pétrolière donne un avantage à l'élite dirigeante qui a des moyens financiers pour résister à une demande de plus grande participation aux institutions de l'État. Cet aspect de la thématique de l'État rentier appartient à la science politique entendue au sens large. Alors, si l'État rentier, comme je viens de l'expliquer, relève de la science politique, science du pouvoir et de l'État, l'économie rentière relève de l'économie politique ou de la science économique. Donc il ne faut pas confondre l'économie rentière avec l'État rentier. La thématique de l'économie rentière intéresse l'économiste dans l'aspect de la rente, richesse d'origine externe, n'est-ce pas,
externe à la production locale, n'est-ce pas? Et donc, elle influence. L'économiste, il cherche à étudier l'influence de cette richesse externe sur le système de prix local, sachant que toute économie est un système de prix interdépendant, d'ailleurs modélisé par Léon Walras. La question que posent les économistes est la suivante. Est-ce que la rente défavorise-t-elle ou non la production au détriment de la spéculation? Les économistes étudient les effets de la rente externe sur la parité de la monnaie qui reflète l'état de la balance commerciale. Une balance commerciale financière, une balance commerciale excédentaire tend à augmenter la parité de la monnaie et vice-versa. C'est ce qui est appelé par les économistes le syndrome hollandais, le Dutch disease. C'est un mécanisme d'augmentation de la parité de la monnaie, ce qui rend cher les produits à exporter. Les voitures produites, par exemple, dans les pays touchés par le syndrome hollandais, seront plus chères sur le marché international en raison de la parité élevée de la monnaie. Il y a des pays développés qui ont des matières premières, n'est-ce pas, et qui ont su surmonter cet obstacle pour différentes raisons, soit pour des raisons politiques, soit que le marché était déjà assez fort et il a pu arriver à imposer ses lois, soit qu'ils ont des institutions qui préservent les effets négatifs de la rente sur le système de prix. Donc, ma recherche distinguera ces deux sous-thèmes et avec comme référence empirique l'Algérie. On ne peut pas faire de la science sociale sans terrain empirique. Les sciences sociales sont empiriques. Les sciences sociales sont empiriques. Je suis toujours étonné qu'il y ait certains de mes collègues, avec qui c'est des amis, qui sont spécialistes de tout le monde arabe. Non, on ne peut pas être spécialiste de tout le monde arabe. Comme on ne peut pas être spécialiste de toute l'Europe. On peut être spécialiste de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne. Et encore même là, il y a des régions. On ne peut pas être spécialiste du Maroc, de la Tunisie, etc., etc. Et donc, je ne peux pas étudier l'État rentier, l'État arabe rentier. Non, c'est différent. C'est différent parce que le système politique algérien, qui est un État rentier, et l'économie rentière algérienne ont subi d'autres histoires que l'Arabie saoudite ou le Venezuela. Et donc, j'amarre ma réflexion à un terrain empirique que je connais mieux. Merci à vous. Que je connais un peu l'Algérie. Et bien sûr, ce serait utile de faire des comparaisons avec l'Arabie saoudite, l'Indonésie, la Malaisie. Il y a certains États rentiers qui ont réussi et d'autres non. Et il faut donc... Alors, avant de développer cette double perspective... Attends, tu as 15 minutes. Hein. Encore 15 minutes? Non. Je ne peux pas avoir une... Je peux... 3 minutes tes questions. Je ne peux pas avoir une rente de temps. Tu as une rente de 3 minutes. 3 minutes encore, d'accord. Alors, je crois qu'il est indispensable de définir la notion de rente avant d'aborder ce sujet. Le concept de rente a été mis au point par l'économie classique. Tout à l'heure, Michel m'a préparé un peu le terrain. Dans le cadre épistémologique de la loi de la valeur travail, forgé principalement le concept de rente, forgé par David Ricardo, pour qui la rente est un transfert de valeur et non une création de valeur. Il s'agissait à l'époque de délégitimer la classe féodale qui vivait de la rente foncière. Et donc, Adam Smith, dont a parlé tout à l'heure Michel, voulait montrer, ou il a montré, que la richesse provenait essentiellement du travail. Et donc, tous les autres revenus qui ne proviennent pas du travail, que ce soit du travail de l'ouvrier ou du travail du capitaliste, ne sont pas moraux, sont immoraux. Il ne faut pas oublier que l'économie politique, à l'origine, est une philosophie morale. Et Adam Smith faisait partie de ce qu'on appelle les philosophes écossais.
avec Hume et Ferguson. Donc, l'économie politique était née dans un contexte historique pour expliquer la production et la répartition des richesses à l'ombre de la naissance de la bourgeoisie et de la formation du marché. Alors, je ne vais pas, puisque je n'ai pas de temps, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Dans le modèle de Ricardo n'utilise pas dans ce modèle la monnaie, parce qu'il dit ça fausse tout. Il utilise le blé pour évaluer la valeur, pour analyser la valeur. Et il dit que la rente est une valeur qui est payée par le consommateur, mais c'est une valeur qui est créée au temps zéro. Et elle est perçue au temps T1 par le rentier. Et ce passage d'un cycle à un autre est rendu possible par la monnaie. Mais l'idée essentielle de Ricardo, c'est que, pour finir avec ce point, c'est que l'Arabie saoudite ne crée aucune richesse, n'apporte aucune richesse à la richesse mondiale. Malgré sa capacité financière, l'Arabie saoudite n'ajoute pas un clou au PNB mondial. Voilà ce que veut dire Ricardo. Et l'Algérie aussi. À part quelques... Bon, il y a quelques productions. Évidemment, il y a des services. Mais schématiquement, la rente n'est pas une création de richesse. Et donc, si je prends le cas de l'Arabie saoudite, parce que c'est le pays sous-développé le plus riche au monde, il prend tout de... C'est-à-dire que la valeur consommée par les Saoudiens est créée ailleurs, en Chine, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Suède, etc. Et donc ce raisonnement, il ne s'applique pas que à la terre agricole, il s'applique aussi à toute matière rare. Ricardo explique la rente par la rareté. Si le pétrole était abondant, et si notre civilisation n'avait pas besoin de pétrole, l'Arabie saoudite ne serait pas aussi riche qu'aujourd'hui. Donc, l'État rentier à la lumière de l'expérience algérienne. J'aime beaucoup cette phrase d'un anthropologue dont je suis un élève, Clifford Geertz, anthropologue américain, qui disait « L'humanité a plusieurs visages. L'humanité est américaine, elle est brésilienne, elle est algérienne, elle est française, elle est togolaise, etc. Donc, l'humanité a plusieurs visages. Et il n'y a pas une norme. Il n'y a pas une culture qui a la norme de l'universalité. L'humanité a plusieurs visages, elle est différente. Et donc, ces différents visages produisent des expériences. L'Algérie, c'est une expérience humaine. Les États-Unis, c'est une expérience humaine. Ce sont des expériences qui peuvent être expliquées par l'anthropologie et l'histoire. Ces expériences sont expliquées par l'anthropologie et par l'histoire. Et donc, à partir de là, il faut recourir à l'histoire. Et dans mon travail, je vais recourir à l'histoire de l'Algérie. Comment se fait-il que, parce que cet État rentier ou ce régime autoritaire a une genèse, il n'est pas tombé du ciel. Il a une genèse. Il est né. Si le régime algérien est radical, c'est parce que le système colonial que le mouvement national a combattu était radical. L'Algérie ne pouvait se libérer et avoir l'indépendance que par la violence armée. Et donc ce sont les couches les élites les plus violentes, les courants les plus violents qui ont rendu possible l'indépendance d'Algérie. Et à l'indépendance, c'est eux qui ont eu le pouvoir. C'est eux qui ont eu le pouvoir. Je peux conclure. Bon, je vais conclure. Cet État rentier, évidemment, en Algérie, est en crise. Il est en crise depuis au moins octobre 88, parce que le populisme, qui a été l'idéologie sous-jacente, n'est plus efficace. Il ne peut plus assurer la légitimité. Et c'est quoi la légitimité?
La légitimité, c'est cette fiction qui nous permet d'obéir à un chef. C'est une fiction. Même la démocratie électorale, c'est une fiction. C'est ce qui nous permet d'obéir au chef. Eh bien, quand cette fiction n'est plus pertinente, il y a la crise. Et aujourd'hui, c'est parce que le populisme n'est plus efficace comme idéologie, le populisme algérien. Il y a eu une chute depuis 2014 des recettes pétrolières de l'État, et donc il y a eu un mécontentement social qui a fait boule de neige, plus une erreur monumentale faite par les dirigeants pour faire réélire un président qui est mourant. Il est mourant depuis 5 ou 6 ans. Eh bien, ça a explosé, et ce qui fait que aujourd'hui, il y a un mouvement social profond en Algérie pour démanteler l'État entier. Ce qu'on appelle le Hirak algérien, c'est vraiment un passage à un autre régime. Et là, on verra qu'est-ce qui va se passer. Je suis optimiste. Et j'aurai l'état d'occasion, comme dit monsieur le directeur, pour parler de tout ça. Je vous remercie.